Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une sorte de nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fabrice Bloch qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, comment il est arrivé dans l'univers de la cuisine, parce que c'était pas quelque chose qu'il faisait dès le départ, donc c'est une reconversion. Et aujourd'hui, il a de multiples casquettes, on va dire, Fabrice. Donc, il va nous dire tout ça et plein de particularités. Donc, Fabrice, est-ce que tu peux te présenter et nous dire, voilà, comment tu arrives dans le monde de la cuisine? Alors bonjour Marie. Je suis ravi d'échanger avec toi. Moi je suis arrivé dans le monde de la cuisine en 2006, je crois, euh, un peu par pochade. Ma- En fait, j'ai toujours cuisiné depuis l'adolescence, mais ça n'a surtout à l'époque, ça n'a jamais été il n'a jamais été question d'en faire une vocation ni un métier. À l'époque, c'était pas du tout aussi à la mode que maintenant. Mais ma mère travaillait dans un Greta en tant que prof de français langue étrangère. Et me voyant cuisiner, avoir cette passion, cuisiner pour mes amis, dès que l'occasion m'en était prêtée, un jour, elle me dit, mais pourquoi tu ferais pas un CAP dans mon Greta? Et à l'époque, donc j'étais designer graphique. Euh, j'avais, je pense que son intervention est venue à un moment pile poil où peut-être j'en avais marre des clients qui me faisaient, enfin voilà, j'avais beaucoup enfin c'est vrai que je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de clients et j'étais très très sous pression. Et je pense que ça a dû correspondre à un moment où j'ai voulu faire une pause et je me suis dit pourquoi pas. Et donc je me suis retrouvé dans le fin fond de la banlieue parisienne, dans un petit collège, à préparer mon CAP. Donc à l'époque, on ne parlait pas de reconversion, et c'était pas du tout dans le but d'une reconversion, c'était dans le but de faire une pause et d'apprendre à cuisiner, parce que finalement, je cuisinais toujours les mêmes trucs, mais j'avais pas de technique vraiment. Enfin, la seule technique que j'avais appris, c'était dans les livres. Donc j'ai fait mon CAP. Il s'est avéré que j'étais pas trop mauvais, que je comprenais à peu près comment ça marchait. Euh, je pensais rien faire du tout de ce CAP et retourner à mes travaux de direction artistique. Et puis, une amie designer aussi me demande de faire son anniversaire. Je sais pas, c'était peut-être ses 40 ans ou un truc comme ça. Du coup, j'ai fait une sorte de prestation de chef à domicile, enfin ma première prestation de chef à domicile. Ça a super bien marché. J'ai adoré ça. Et je n'avais pas prévu que ça serait le début d'une carrière d'une quinzaine d'années en tant que chef privé, chef à domicile, chef traiteur, chef pour des mariages, pour des événements, etc., etc. Oui, parce que tu, on va dire, ta carrière de chef va prendre une tournure en arrivant à la Belle Assiette. Donc, Oui, c'est vrai que donc j'ai trouvé des clients par moi-même, un peu en bouche à oreille, euh, tout en travaillant pour un restaurateur ami qui m'avait accueilli pour faire mon CAP en stage. mhm. Et en fait, c'était ma cantine du midi. Et puis finalement, c'est devenu des amis. Ils m'ont pris en stage. Et avec eux, ils avaient une problématique pour développer tout ce qui était la partie traiteur. Il fallait qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires du restaurant qui était petit par des prestations extérieures. Et ils m'avaient proposé de prendre ça en charge parce que j'avais une certaine créativité. Il fallait créer l'offre de toutes pièces, etc. Donc, il y avait ça plus les prestations de chef à domicile. Et puis, à un moment, c'est un client de mes prestations de chef à domicile qui passionnait aussi, que finalement j'ai coaché pour devenir chef, D'accord. qui lui-même a été recruté par La Belle Assiette. Je ne sais pas comment. Donc, La Belle Assiette, c'était deux jeunes commerciaux qui connaissaient rien à la cuisine, mais qui avaient une idée de marketplace des chefs à domicile. Et c'est vrai qu'on leur a fait confiance, alors qu'au début, c'était rien du tout, la belle assiette. Même, ils avaient un concept, on leur avait dit que ça tenait pas debout. Et ils avaient eu l'intelligence de tout changer au bout de quelques semaines ou mois
pour aboutir à quelque chose qui marche. Et en gros, donc, je me suis retrouvé parmi les 10 premiers chefs de la Belle Assiette. Et là, c'est sûr que ça a tout de suite apporté des prestats non-stop que même je devais refuser. Et ça m'a fait grandir parce qu'il y avait, il touchait des grands comptes, il touchait peut-être des clients un peu prestigieux que j'aurais pas touché par ailleurs, etc., etc. Du coup, ça m'a permis, même ça m'a obligé à augmenter ma, mes, Tes prestations? Le mes nombre de prestations? prestations, mes qualités de prestations, ma technicité, etc. Sachant que parallèlement, le Greta dans lequel j'avais fait mon apprentissage m'avait recruté en tant que prof de technique culinaire. Donc très rapidement, tu te retrouves Ouais, à faire mais oui, énormément de choses. ouais, je me suis retrouvé à faire énormément de choses, tout en continuant ma carrière de directeur artistique. Parce que D'accord. malgré toutes ces petites choses, ça gagnait pas assez, c'était encore, il fallait que je complète par, du graphisme ou de la direction artistique. Donc je me suis retrouvé à faire tout ça, donc à bosser 10 fois plus qu'avant. Déjà qu'avant je bossais beaucoup, alors là, ça a été mais, il y a une je me rappelle d'une journée où j'ai dû voir un psy. Non, en fait, je faisais de l'hypnose pour maigrir et ce jour-là, j'avais, en gros 2 journées de travail énormes de 24 heures chacune à finir, mais dans une seule journée. Donc en gros, il fallait que je fasse 48 heures de travail tout seul D'accord. et là, j'étais désespéré, quoi. Et ben, j'ai grâce à ce psy qui m'a donné des conseils, que je donne aussi à mes clients d'après, des conseils très, très bêtes, hein, genre: «Tu fais tu fais une tâche après l'autre». C'était Oui, mais ça m'a sauvé parce ouais, qu'en gros, j'essayais de tout faire en même temps, ouais. et de répondre à mes clients et cetera, de dire que j'étais là. Puis finalement, j'ai fait mes tâches les unes après les autres et on arrive à faire 48 heures en 24 heures sans aucun problème Génial. et le temps passe. Alors pas tous les jours, mais ce jour-là, j'ai Ça avait réussi. bien fonctionné. Ouais, donc tout ça pour dire que, j'ai fait, Donc donc, arrivé à la belle assiette, voilà, la belle assiette, voilà, donc beaucoup de choses et puis, j'avais quand même ce truc où j'avais j'avais une sorte de schizophrénie, de faire, et du graphisme et de la cuisine et je savais pas trop où me placer. Quand on me demandait mon métier, je ne savais jamais quoi répondre ouais. et là-dessus, j'ai rencontré, Eric et Delphine, du futur magazine 180°. Et c'est peut-être que vous connaissez, c'est une revue culinaire, un peu haut de gamme et quand ils m'ont proposé ce projet de le cofonder avec eux, tout d'un coup, ça m'a, recentré quoi. Je me suis dit: «Mais c'est l'aboutissement de tout ce que je sais faire, finalement». Mmh. La cuisine, la direction artistique, le graphisme, Ça regroupe raconter tout en même ça. temps, ouais. Ouais, c'était alors là, ce projet, ça a tout regroupé. Non seulement ça a tout regroupé, mais moi je pensais faire un numéro, puis finalement on en est au 27e Mmh. et 8 ans qu'on existe. Mais non seulement ça m'a repositionné, mais ça m'a encore fait un jump en termes de connaissances culinaires, parce que là, j'ai rencontré tous les chefs de la place de Paris et de France. J'ai dû m'intéresser à encore plus de techniques culinaires, au stylisme culinaire, aux tendances culinaires, et donc à faire une sorte de veille non-stop, parce que pour être à la page, une Mmh. veille journalistique presque. Et ça, pour mes clients actuels, c'est énormément, c'est très précieux parce que du coup, c'est non seulement une veille sur les tendances, mais aussi sur les producteurs, sur les fournisseurs, voilà, tous les acteurs un peu tous azimuts de ce qui se fait en termes culinaires, quoi. Parce Donc, qu'aujourd'hui, aujourd'hui moi je t'appellerais concepteur culinaire. Est-ce que c'est le bon terme? alors, Aujourd'hui d c'est comme ça que je me présente 90% du temps, ouais, concepteur culinaire, parce que ça dit à peu près ce que je fais. Heu et puis 10% des cas, mais ça, c'est nouveau et même c'est en discutant avec toi. mmh, Et rien que ma dernière cliente, c'est comme ça que je me suis présenté. Alors ça va être un peu prétentieux parce que je voudrais pas faire, exercice, illégal de la médecine ou de la mais en gros, je suis une sorte pour certains clients, hein,
je suis une sorte de psy culinaire. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, les accompagnements que je préfère faire, ce c'est pas des accompagnements techniques. Je suis pas, le meilleur technicien de la terre. Moi, je suis un grand généraliste plutôt, mais j'essaie d'accoucher les gens de leur concept. C'est-à-dire que Accoucher les souvent gens de leur concept. Tu te rends ouais, compte de ce que alors tu nous dis? obstétricien, Oh là là! psychologue, culinaire. C'est-à-dire que, souvent quand on vient me voir, on est au tout début du projet, on vient pas forcément aussi du monde culinaire, donc ça je peux comprendre parce que je suis en empathie, j'ai eu le même parcours. Heu, mais on a le début d'un truc, mais on ne sait pas que ce début de truc, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Heu, Moi je dis, on me dit par exemple du riz, moi je dis: «Danger, danger». Alors les gens me regardent avec des gros yeux, parce que le riz, tout le monde sait ce que c'est qu'un bon riz. Enfin, on a tous un référent. Contrairement à un plat exotique qu'on connaîtrait pas et finalement qu'on pourrait apprécier parce que, on trouve bon. Mais le riz, il doit pas être bon, il doit correspondre à ce que les gens pensent, de ce que c'est qu'un bon plat de riz. Mmh. Et selon la culture de chacun, ça va être très différent, C'est vrai. selon qu'on ait des origines, Bah, françaises, asiatique, antillaise, asiatiques, africaine, africaines, Amérique du enfin, Sud, voilà, ouais. le riz, c'est et 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 donc tout le monde va apprécier le riz différemment et en plus, la personne, enfin, en fait, c'est un exemple véridique de client, hein, qui voulait faire ce restaurant autour du riz, se disait: «Bah, tiens, oui, justement, ça va plaire aux personnes de toutes les origines, ça va parler à tout le monde» et là, c'est là où je dis: «Danger, danger», c'est le truc le plus complexe à faire en cuisine, le Oui, plus c'est complexe. ça. Voilà, À donc vaut partir mieux d'un faire un peu élément plus. simple, on peut s'imaginer que voilà, à partir Ouais, d'un élément simple, on va pouvoir faire quelque chose de simple, mais cet mmh. élément simple demande un travail, Une en tout cas technicité, énorme. Les maîtres sushi, par exemple, ils apprennent d'abord à faire le riz avant de toucher exactement, au poisson et ils bien vont sûr. passer 10 ans à faire, à bien savoir cuire le riz, à bien savoir le manipuler et à bien même à faire un assemblage, comme du vin, de différents riz. Enfin, c'est d'une complexité sans nom, le riz. Mmh. Donc voilà et ça, le problème, c'est que je touche à la culture culinaire. C'est souvent mes clients ont une culture culinaire, bah, limitée, Mmh. par rapport à leur vécu et moi je dois leur dire: «Non, non, je dois utiliser, ben, cette culture culinaire que j'accumule à force de travailler et puis à force de fouiner partout» et leur dire, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais dit: «Ah ouais, le riz, ouais, c'est une bonne idée», mais maintenant je sais que non. Ouais. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut s'entourer et c'est un gros travail. Il y a peut-être un an de travail sur le riz, quoi, avant d'ouvrir, quoi, de pour s'approprier, ça. Sachant qu'après, le riz, ben, il sera au poulet, il sera aux légumes, il sera au je Oui. sais pas quoi et après il y a tout le reste. Donc Et quand est-ce qu'ils viennent te voir et pourquoi ils viennent te voir tes clients aujourd'hui? alors, la plupart de mes clients viennent me voir avant ils ont une idée. Mmh. Ils ont un concept. Alors souvent, même, ils ont un concept. D'accord, Moi, je dois transformer leur concept en une offre de restaurant. d'accord. Heu, C'est-à-dire que faire à manger, c'est pas faire une offre de restaurant. Moi, je dois la transformer, je dois leur dire: «Mais il faut que vous fassiez des choses qu'on vend et que les gens ont envie de manger Mmh. et qui aient une plus-value et qui gagnent de l'argent et qui fassent que votre concept». heu et souvent, ben, il y a un gros gap entre leur concept et l'offre finale, après avoir travaillé avec moi parce que, il y a beaucoup de travail à faire entre l'idée et la réalisation de l'idée. Parce qu'en cuisine, l'idée, ça compte, mais c'est la réalisation de l'idée qui est la plus importante. Bien sûr. Heu, on peut avoir 1000 idées. Je peux dire: «Je voudrais faire, une crêperie, je voudrais faire machin», mais si je sais pas faire des crêpes ou si mes crêpes, elles sont pas top ou même juste bien. Je parle même pas du top, je parle juste, elles sont bien. Ouais. Voilà, ça peut très bien marcher, juste bien. C'est ça, Heu, il faut avoir déjà le bon produit, voilà, voilà. la base. Et le bon produit, il se fait pas comme ça, quoi. Il se Mmh. fait pas comme ça et d'ailleurs, moi, je le sais pas, je le connais pas le bon produit quand les gens viennent. Je dois chercher. Mmh. Donc souvent, en fait, je leur apporte les gens aussi se posent la question: «Est-ce que je vais embaucher un chef, pardon, en interne, et puis je vais bosser avec lui?» Alors souvent, je dis: «Oui, pourquoi pas, mais votre chef en interne, si vous allez payer un salaire chargé et cetera, ça veut dire que vous avez le local, enfin, vous avez tout pris, vous avez pris le local, le chef et cetera. Vous ne pourrez pas bosser avec lui en créativité. Lui, il va venir avec ses acquis et puis vous allez faire avec ce qu'il est. Donc vous Mmh. n'allez pas faire votre concept, vous allez dépendre de votre chef. Moi, ce que je vous apporte, c'est que
vous avez pas pour bosser avec moi, vous n'avez pas besoin d'avoir votre local, votre matériel. Je vais vous apporter toute la réflexion en amont, sans devoir embaucher quelqu'un pour le faire. C'est-à-dire que et ça, je pense que c'est intéressant pour des porteurs de projets d'avoir, ce côté, bah, moi, je vous fais du jus de cerveau que vous n'aurez jamais le temps de faire si vous commencez votre projet maintenant, quoi. Oui, d'accord. Heu, mais, je ne sais enfin, j'essaie d'être une page blanche quand les gens viennent, ils me disent: «Je veux faire du riz», alors, pourquoi pas? Moi, là, demain, vous me demandez de faire du riz, je sais pas le faire. Donc je vais, apprendre avec vous, enfin, je sais où chercher. Je sais où chercher l'info et je sais appuyer là où ça fait mal, ça, je sais le faire. Mais après, les solutions, on va les trouver ensemble, et ça va être un travail. Parce que si je comprends bien, les gens viennent chercher, donc ils viennent avec leur concept, ils ont des idées de recettes, ils ont une idée de ce qu'ils veulent préparer, Ouais. mais à partir de ça, il va falloir Oui, construire un ils projet. pensent que ça va aller très vite. Ils pensent qu'en gros, Ouais, «Ah bah, j'ai une idée, je veux faire des burgers, de poulet, ouais, je voudrais faire un truc, croustifondant, craquant, food porn, machin». Je fais, instagrammable, machin. Je fais: «Oui, oui», et ils me demandent la fiche technique pour dans 15 jours. Et je leur dis: «Oui, je peux la faire. Voilà, j'ai aucun problème». Mais le problème, ce que vous comprenez pas, c'est que la fiche technique, elle va dépendre du local, de votre emplacement, de quel client vous voulez toucher, des gens avec qui vous allez bosser. Est-ce qu'ils sont techniciens, pas techniciens? Est-ce que vous aurez une extraction, pas d'extraction? Est-ce que, heu, votre cuisine fera 2 mètres carrés, 20 mètres carrés, 100 mètres carrés? Mais tout ça, ça produit la fiche technique finale. bien sûr. C'est tous ces éléments et ça, les gens, tout d'un coup, se disent: «Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, OK». Enfin, et souvent, ils me pressent, ils me disent: «Ah mais non, mais il faut que j'avance, il faut que j'avance». Oui, on peut avancer dans le vent, mais ça sert à rien. Enfin, c'est du travail, inutile. Oui, Heu, parce qu'en fin de compte, en fonction des contraintes que l'on a, on n'aura pas le même produit. mais En non, fonction de la cible qu'on souhaite toucher, on n'aura pas le même produit non plus. exactement, Et en fonction de là où on est situé aussi, on ne vendra pas le même produit. Et ça, exactement. souvent, on a du mal à le percevoir. On est dans sa tête, en Ouais. tant que porteur de Ouais, projet. ouais. Oui, et on se rend pas compte que c'est les clients qui décident au final. Ouais. On peut, faire tous les produits qu'on veut, mais finalement, heu et l'offre, elle va se décider, elle va se faire, on aura beau tout avoir préparé, mais justement, il faut énormément préparer Mmh. pour pouvoir avoir cette agilité et se dire: «Ah voilà, OK, finalement, on va dans cette direction-là, dans cette direction». C'est trop tard si on n'a pas réfléchi avant et qu'on arrive, engoncé dans une seule ligne directrice. «Ah, je vais faire des croque-monsieur», des croque-monsieur, et personne dans ce quartier veut des croque-monsieur. Ils en ont à 100 mètres ou alors c'est des gens qui, que des jeunes femmes, qui veulent, Garder la ligne. la ligne ou j'en sais rien, enfin je dis des Ouais. bêtises, mais, enfin voilà, enfin et si, on n'a pas tout préparé, on peut aller dans le mur, quoi. Alors du coup, à quel moment ils arrivent? À quel moment ils viennent te voir, pour faire ce travail? Alors, ils arrivent au tout début. Alors, ce qui est compliqué pour moi, c'est que, souvent moi, il faut que je sente le potentiel de restaurateur chez les gens. Moi, j'ai des gens qui sont pas mes clients, 80 ils sont pas du milieu de la restauration. Un chef, il va pas venir me voir, il a pas enfin, j'ai pas de enfin, on peut discuter, cuisine, mais c'est pas mon métier. Enfin, voilà, j'ai pas de plus-value à lui apporter. Moi, souvent, c'est des gens qui viennent pas de la restauration, mais qui ont une méga légitimité parce que une fois qu'on aura travaillé ensemble, ou moi ou un autre, hein, enfin, en tout cas, s'ils arrivent à travailler avec la bonne personne sur le culinaire, et eux, ils vont apporter une force de travail en termes de marketing, de gestion, heu et cetera, qu'un chef n'aura pas. Donc ça peut être un Teams ultra gagnant. Mmh. Souvent, c'est des gens qui sont hyper agiles dans leur tête et dans leur mode de fonctionnement, qui sont des très bons gestionnaires et qui peuvent cartonner s'ils ont le bon produit à vendre. Oui. Donc c'est ça, ils s'ils sont intelligents, ils me rencontrent, on travaille sur le bon produit, en confiance et derrière après eux, ils vont cartonner dans les réseaux sociaux, ils vont cartonner dans la com, dans la gestion, dans les achats, ils vont acheter vachement mieux qu'un chef parce qu'ils voudront, Faire de faire l'argent. la marque qu'ils veulent et ils en démordront pas, et Ouais. ils vont la surveiller. Donc derrière, je pense que ça peut être super. Enfin, donc je travaille avec des gens un peu comme ça. Mmh. Et puis, bah, là, je vais travailler avec quelqu'un,
complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui travaille dans son resto depuis 20 ans et qui a l'intelligence de savoir que son quartier va changer. D'accord. Et donc, elle sait qu'il va falloir repousser le restaurant. Elle a besoin d'un regard extérieur et pour faire évoluer son restaurant qui marche très bien, mais qui a 20 ans, dans un quartier qui va changer. Ben, j'ai jamais fait cette mission avant, C'est mais, génial. mais je trouve ça super Mais intéressant. oui, c'est hyper intéressant et puis, Elle se heu, pose des bonnes questions. Enfin, je trouve exactement, ça super qu'elle se dise, oui, il me faut ça, quoi. exactement. Elle a senti, elle sent le vent tourner et de se dire: «Il est temps pour moi de me repositionner» et mais toute Ouais, boîte a besoin à un moment donné de se repositionner et de regarder exactement. en face ce qu'elle fait. Donc déjà, rien que le fait qu'elle se dise qu'il faut faire ça, je sais que ça va être intelligent le travail qu'on va faire ensemble. Ouais. Euh, voilà, je pense que ça va être fructueux. Ah oui, non, complètement, c'est Donc très là, ça fait intéressant. 20 ans et puis sinon, ouais, 90 c'est des gens, 1 an avant le projet, on va dire. Si les gens, viennent me voir, alors qu'ils ouvrent, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je vois pas, je pense que ça sera déjà trop tard. Oui, Ouais, je pense qu'il faut, ouais, 1 an avant, c'est bien. 2 ans avant, c'est trop, c'est tout pas assez mûr, mais 1 an avant, si on a vraiment engagé, si vraiment je sens que l'équipe, parce qu'il y a des gens que je sens pas et là, genre, je fais toujours un premier entretien et je leur dis, je leur fais comprendre qu'on va pas travailler ensemble. Heu, je alors fais aussi, comment tu bon, tu c'est pas tout de suite, définis que la personne avec qui tu ne vas pas travailler, c'est quoi c'est son quelqu'un profil? c'est quelqu'un qui va avoir une idée ultra arrêtée de ce qu'elle veut faire, qui connaît pas la bouffe et qui veut pas la connaître. D'accord. Faut aimer la bouffe, faut connaître la bouffe, faut vouloir vendre quelque chose à des gens. Enfin, il y a des gens qui veulent faire de la restauration et qui aiment pas la bouffe, hein. Ouais. Oui, Donc qui moi veulent là-dessus, faire de moi l'argent, j'y hein. arrive pas. Moi j'arrive pas à bosser avec des gens comme ça ou qui me parlent que de marge, que de produits. Je suis pas la bonne personne. Par contre, moi ça m'intéresse beaucoup de faire un produit qui va rentrer dans des coûts, des contraintes. J'adore les contraintes. Moi, les contraintes, ça apporte de la créativité. On peut sortir des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avec des contraintes. Donc ça, mais quand les gens sont complètement à côté de la plaque, je me dis que ça serait du charlatanisme. Il y a des gens, genre, je me dis, oh, je leur faire payer très cher, d'être hyper franc avec eux. Je leur ferais économiser des années, de l'argent, et je devrais leur prendre beaucoup d'argent pour leur dire stop, faites autre chose. Mais Ouais. bon, je sais pas, mais ça serait légitime. Mais Donc un ça an à prend. l'avance, on n'a pas encore son local, on est aux Non, prémices de son projet. non, on n'a pas son local, mais on a quand même une idée. Enfin, 1 an à l'avance, ça veut dire qu'ils ont déjà bossé pendant 6 mois au moins, D'accord. dans leur tête et même ils sont déjà en recherche de local, donc ils savent déjà, combien ils vont mettre dans le local, donc ils peuvent avoir, ils ont déjà ciblé un quartier, une taille de restaurant, enfin voilà. Heu, on est 1 an à l'avance, on n'est pas non plus parce qu'1 an ça va vite, hein. Oui, Heu, 1 an, c'est, OK, 3 mois après on trouve un local, 3 mois après on le signe et 3 mois après on a fini les travaux, donc ça fait 9 mois déjà. Donc 1 an à l'avance, c'est pas beaucoup. oui. Donc voilà, en gros, c'est pas mal. Et ça, je dis ça dans le meilleur des cas quand il y a pas de covid, quand il y a pas, Oui, quand tout se va bien, quand il y a pas de bâton dans les roues, bien sûr. et cetera. Là, je vois, là, j'ai eu vent, enfin, je tairai le nom, mais un très grand chef, il a pris enfin, vraiment très, très grand chef et il a pris un local et il peut pas ouvrir son restaurant, parce que, il y a un problème technique dans le restaurant qui a un vice caché qu'il avait pas vu. Enfin, Ouais, il a été mal conseillé. ouais, c'est ça. Heu, donc heu de toute façon, moi tout seul, c'est rare que j'intervienne tout seul. Mmh. Alors je travaille avec Emergence Concept, qui est Un une agence incubateur? Mmh. un incubateur, de concepts de restaurants et puis qui a plein d'intervenants. Souvent je suis dans un team d'intervenants, et c'est ça souvent qui est intéressant pour, le porteur de projet. Oui, c'est d'avoir Voilà. une équipe qui voilà, qui soit Oui, entourée de tout seul, professionnels qui vont c'est pouvoir hyper l'aider. rare que je sois tout seul. C'est hyper rare. Voilà. Ouais, d'accord et une fois qu'ils viennent te voir, qu'ils ont un peu avancé sur, l'idée de ce qu'ils souhaitent faire, concrètement, vous allez travailler de quelle manière? Alors moi, je fais vraiment du sur mesure.
Donc, je ne sais pas si je peux donner des exemples de restaurateurs que j'ai accompagnés. Enfin, je sais pas. Avec plaisir. Ouais. Bah, là, par exemple, il y a une équipe qui marche très, très bien. C'est, la street food de poisson, Père et Fiche. Ben, eux, ils m'ont rencontré 1 an et demi, avant d'ouvrir, je pense, ou Mmh. 1 an, peut-être 1 an. Une équipe, école de commerce, jeune, ultra dynamique, avec un leader, avec un fort, charisme, qui a une forte envie. Donc moi, j'ai tout de suite senti, que c'était une équipe qui allait tenir le choc. Et en plus, quand ils ont voulu me rencontrer, j'étais en province et je leur ai dit: «Écoutez, je suis en province, je suis à la mer, vous faites un truc de poisson, venez me voir à la mer», un peu en Mmh. boutade. Ils sont venus. Donc Oui. déjà, le lendemain, ils étaient là. Ils étaient là, ils ont fait des tests dans la petite cuisine, des tests tout pourris, mais c'était idéal pour moi, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une idée précise de ce qu'ils voulaient obtenir. Ils savaient pas comment l'obtenir, Mmh. donc les accompagner, ça a été très facile, et donc pendant 1 an, on a construit leurs produits, on a fait des testings et cetera. Enfin, on a vraiment construit leurs cartes, leurs costs, leur appro, voilà, on a vraiment bossé ensemble, pendant 1 an, enfin pas tous les jours, hein, du tout, mais très régulièrement. Et maintenant, ils ont 2, 3, 4 restos pratiquement. Ouais, c'est ça, ils sont en plein Et développement eux, aujourd'hui. ils bossent énormément parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils en veulent. Il y a aussi eu un moment clé où j'ai su que de toute façon, rien ne pouvait leur arriver. C'est que le premier jour, où je les ai accompagnés dans le restaurant, parce qu'en fait, mon offre, quand je dis que c'est sur mesure, je peux accompagner les gens que en conception, mais je peux aussi après les accompagner dans le restaurant pour mettre en place tous les process in situ. Je peux coacher les équipes. Enfin voilà, je peux faire pas mal d'accompagnements différents. Et donc là, ça faisait partie du dernier maillon, c'est-à-dire les mettre en place dans leur restaurant. Et on fait un test de friteuse pour un test de frites. Et la friteuse, alors, tout était neuf sauf la friteuse. Ils avaient repris ça de l'ancien, enfin, de l'ancien propriétaire. Propriétaire, oui. Et c'était la première fois qu'on la mettait en marche. On s'est pas méfié, le thermostat ne marchait pas. Du D'accord. coup, Pas de la friteuse. friteuse a pris feu et on avait mis D'accord, 20 litres d'huile dans la friteuse. d'accord. Donc le resto a failli brûler Je le premier jour. d'accord. Oh là là. Ouais, et alors heureusement, c'était dans un, alors je leur ai évité des gestes malencontreux, de mettre de l'eau et tout ça. Enfin voilà, Mmh. heureusement, j'étais content de leur conseiller de pas faire ce qu'ils voulaient faire. Bon, on a appelé les pompiers et cetera, mais le restaurant était noir de suie, D'accord. et ils ouvraient le lendemain quoi, enfin ou dans 3 jours après. Et Et je pense que là, c'était soit le coup de grâce, Oui. ils avaient mis un pognon fou, enfin, je sais même pas si les assurances enfin, bref, en gros, le restaurant était noir. Et ben, 2 heures après, ils se retroussaient les manches et ils cleanaient leur resto et rouvraient le lendemain, quoi. Ouais. Et je me dis: «Bon, OK, ils vont y arriver». C'est ça, c'est ça. Ouais, oui. On Et voit moi, tout en de sentant suite le ça, mindset, de mais ceux ça, qui j'avais senti dès ma première rencontre avec oui. eux. Et si je sens pas ça chez quelqu'un, sachant qu'un restaurant, c'est tellement de métiers différents qu'il faut combiner, c'est tellement de difficultés, c'est tellement d'énergie, tellement de passion à mettre pour que ça marche. Si je sens pas ça, s'il y a un de ces critères qui est pas là, je sais que c'est même pas la peine. Ouais. Ouais. Souvent, je suis poli, ou certains trouvent que je suis pas très poli parce que il y a des gens qui se vexent, mais tant Oui. pis, c'est pour, enfin voilà, je considère que j'ai fait mon métier et je dis, voilà, Et puis enfin. c'est l'idée de conseiller aussi. Donc après on n'est Et pas oui, obligé de c'est ça, d'être d'accepter le hyper honnête. conseil, Enfin mais moi, voilà, je suis pas, il y a des choses, j'ai des lacunes, il y a des choses, je dis: «Non, là-dessus, je peux pas vous conseiller», par contre, quand tout d'un coup, je suis motivé, je leur dis: «Oui, là-dessus, ça peut marcher». Enfin, j'essaie d'être hyper honnête sur, le chemin que je peux faire avec les clients, celui que je peux faire, celui que je peux pas faire, ou et cetera et cetera. Et donc, et souvent, je dis aussi, faisons des premiers tests, faisons les premiers pas ensemble, ça vous engage à rien. Si jamais on s'entend pas, on arrête. Enfin voilà, enfin on s'engage pas dans des processus trop coûteux, etc. Mais par contre, enfin quand je dis trop coûteux, par contre, ce que je considère apporter, c'est un certain prix.
Mais je demande jamais des engagements sur du long terme parce que, par exemple, je pense à une cliente alors qui a ouvert Saisonneau. C'est un restaurant on va dire, très local, locavore et végétal. Et donc la fondatrice de Saisonneau, quand elle est venue me voir, pareil, j'ai trouvé que alors là, j'étais très motivé par la personne. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui percutait vachement bien, qui avait pas d'expérience en cuisine, mais qui avait des idées fortes. Mais pareil, elle avait son concept, c'était ça. Et moi, mon travail, c'était de dire, mais non, ton concept, c'est pas ça, c'est ça. Ouais. Et trouvons-le ensemble. Moi, je sens que c'est ça, je sais pas, mais trouvons-le ensemble. Et donc, on, je crois qu'on a dû se rencontrer que 3 fois. Mais en 3 fois, alors c'est pas que moi, c'est parce que c'est le team entre cette cliente et moi. Ça a très bien, elle a tout de suite compris que, en effet, on a tout de suite compris que c'était ça, et on l'a trouvé très rapidement. Parce Et que ce qu'elle fait maintenant, c'est exactement, enfin, c'est la déclinaison, mais en tout cas, c'est dans la lignée de ce qu'on a trouvé en 3 séances. Donc là-dessus, j'étais très content. ouais. Ça lui a pas coûté cher et ça a été un temps très bien utilisé. Parce que là, tu dis 3 séances. Ouais. Donc, quand tu travailles avec tes clients, il y a toute une partie psychologie, en fin de compte, Oui, c'est vrai, sur, séance, oui, j'utilise le mot séance. sur laquelle tu vas travailler Ouais, avec eux pour aller définir au-delà du concept, au-delà de la recette, au-delà de mmh, l'art culinaire, mmh. quelque chose qui vient d'eux en profondeur et de leur motivation à vouloir faire ce qu'ils veulent faire. Oui, parce que moi, c'est le plus important pour moi, parce que je sais qu'il faut énormément d'énergie pour réussir un concept culinaire, enfin une entreprise culinaire quelle qu'elle soit. Donc, si c'est pas quelque chose qui vient vraiment de leur ventre, je me dis: «On n'y est pas, quoi». Si c'est juste une petite lubie comme ça, ou un petit truc, on se dit: «Ah tiens, ça gagne», ou je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est perdu d'avance. Mais si je sens que tout d'un coup, c'est incarné, oui, ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Hmm. Il faut que la personne incarne Son son projet. business, Hmm. son projet. C'est comme ça qu'elle va le vendre aux banquiers, comme ça qu'elle va le vendre aux clients, c'est comme ça qu'elle va le vendre à son équipe, et du coup qu'elle trouvera la bonne équipe. Mhm. Et c'est comme ça qu'elle va tenir le cap de la qualité de ses produits. Parce que forcément, si on incarne son truc, on ne va pas accepter que son produit ne soit pas De à l'image de ce qualité, qu'on veut. de la qualité qu'on souhaitait dès le départ, en fin de compte. Voilà. Donc, parce qu'il y a tellement, ça c'est un conseil aussi que je donne hyper souvent, un concept culinaire, on peut faire un truc top, mais la vie du restaurant fera que ce truc top, on va lâcher sur ça, on va lâcher sur ça, et Hmm. puis on va lâcher sur ça. Ah, puis tiens, oh, le beurre d'Isigny, ça coûte cher, on va mettre du beurre à la con. Ah, la petite herbe ouais, c'était une petite touche sympa, ça faisait du frais, mais ça coûte cher, ou ça se fane trop vite, ou on sait pas la gérer. Ah, puis ça, et en fait, on se rend pas compte, mais à force de lâcher sur des détails, on n'a plus rien. Donc, si c'est pas incarné, on arrive très très vite à ce résultat de plus rien avoir. Ouais, c'est ça, et c'est du vide, en fin de compte, où on va vendre ce que tout le monde vend. Donc on Ouais, ou perd un alors peu son on va âme, arriver en effet à une offre qui sera basique, c'est ça. et qui se vendra plus à un moment donné. Ouais. Parce que souvent, alors moi j'ai accompagné des gens, ouais, plutôt dans des grandes villes, enfin pas tellement à Marseille et à Paris. À Marseille et à Paris, il y a de la concurrence. Enfin, à Paris, la concurrence, c'est Ouais, à c'est tous les coins de rue. juste. Mais oui, ouais. Donc, il n'y a pas de secret. Une bonne équipe, un bon produit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mhm. Un emplacement pas trop à l'abri des sous, Ouais. ça n'aide pas. Mais en gros, oui, une bonne équipe, un bon produit, des bons process, un bon prix, euh, avec les réseaux sociaux. Enfin, même si on n'est pas très bien placé, même avec les réseaux sociaux, on arrive à se faire connaître. Enfin, je vois des grands succès, genre Dumbo, je ne sais pas comment ils ont été accompagnés, qui sait, mais Dumbo, c'est le premier concept de Smash Burger. Mhm. Ils sont dans un local pourri, dans une rue pourrie, et ils cartonnent. Mais parce que ils ont dû être super bien accompagnés. Ouais, Je ne sais oui. pas qui il y a derrière. L'équipe doit être très intelligente. Leur produit est bien. Euh, il est juste bien. Il est juste comme il doit être. Ouais. C'est pas la révolution non plus, hein, mais Mhm. il est comme il doit être. Et du coup, ils en ouvrent un deuxième à 100 mètres de chez moi, là. Et ouais, ça cartonne. Je pense que la marge doit être très bien.
Et, et voilà. Donc, ouais, la bonne personne avec l'envie de faire les choses bien, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais souvent, c'est les gens ont des préconçus culinaires qui sont désastreux. Enfin, pour moi, il n'y a pas de grande cuisine, de gastronomie, euh, il y a juste des choses qui sont adéquates, qui sont bien faites et qui sont adéquatement faites, quoi. Enfin, Ouais. dans la bonne logique. Euh, Et quel regard tu portes sur l'écosystème de la restauration aujourd'hui, avant le Covid, aujourd'hui avec le Covid, et quelle sera la restauration de demain, à ton avis? alors, ça, c'est. Si je savais, hein, je pense que j'interromps tout et je vends le conseil. Non, alors, c'est vrai que le Covid. Alors, pendant le Covid, le premier confinement, j'avais plein d'idées sur ce que serait la restauration de demain, plus responsable, plus engagée, enfin, on avait tous Plein, plein de belles je idées. crois plein d'espoir. Plein d'espoir, C'est plein ça. d'espoir. Ouais, Complètement, des espoirs complètement ravagés par le post-Covid. Mais je pense qu'on ouais, a tous fait le même constat. ouais. Euh, Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il n'y aurait plus personne qui veuille bosser dans la restauration. Mm. Ça, on l'avait pas, enfin, moi, je ne l'avais pas du tout anticipé avant le Pas de Covid. cette manière-là. C'est Pas de cette ouais, manière-là, qu'il manque 300 000 postes, ou je ne sais pas ouais. combien de postes, et qu'on trouve personne, parce que le nombre de gens qui me demandent dans mon réseau, et même moi qui ai un réseau qui est quand même important dans la restauration, je trouve très peu de monde pour bosser, quoi. Ouais. C'est pour ça que souvent, je dis à mes clients, vous devez tout maîtriser de votre offre. Vous devez pouvoir remplacer tout le monde. Votre truc, même si la meilleure plus-value que vous allez donner à votre business, ça sera de le développer, de bien le gérer, etc. Mais malgré tout, si vous faites des smash burgers, il faut savoir smasher un burger, quoi. Enfin, voilà, donc je veux que les gens maîtrisent leur sujet, quoi. Mhm. C'est important pour moi et je pense que c'est important pour eux. Mais tout ça pour dire que oui, donc il va falloir, il va falloir faire enfin, moi je pense que ce qui va marcher, c'est faire de la nourriture Mm. plus que des offres culinaires qui soient faites avec beaucoup moins technique et beaucoup plus faites avec le cœur, parce qu'on n'aura plus les moyens de se payer des gens, toute une équipe pour faire des choses très techniques. Mhm. La haute gastronomie, C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire que pour moi, c'est la fin la- de pour moi, c'est la fin de la haute gastronomie, c'est telle qu'on la ça. connaît, Ouais. parce que la haute gastronomie, elle marche sur quoi? Elle est aussi peu rentable que une haute gastronomie, même Mhm. si le client final paye 300 euros, ça paye pas le boulot qu'il y a pour faire de la haute gastronomie. 300 euros, ça paye pas la personne qui va éplucher les petits pois. Je parle Mhm. pas d'éplucher la gousse, je parle d'éplucher chaque petit pois. C'est Ouais. ça la haute gastronomie. Ouais. C'est enlever la cellulose de chaque petit pois pour avoir la quintessence de petit pois. Sinon, on n'est plus dans la haute On n'est plus dans la gastronomie, on est gastronomie. dans le bistrot, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Donc, mais je parle juste du petit pois, mais c'est symptomatique. Mais pour éplucher les petits pois, alors, pour l'instant, ça marchait sur des gens qui étaient en stage, pas payés ou très peu payés. Mais ça n'existe Exactement. plus. Plus personne ne veut faire ça. Exactement. Les gens se rebellent. Enfin, c'est MeToo chef. Enfin, voilà, c'est pratiquement du harcèlement. Enfin, faire ça, faire faire ce genre de tâches à des gens, c'est limite de la maltraitance. C'est du vol aussi. C'est C'est du de vol voler de leur travail. temps. Mm. Et les clients, pour moi, un client qui veut manger la quintessence du petit pois, doit pas payer 300 euros, doit payer 1500 euros. Alors, il va être Mhm. radical, mais le luxe, pour moi, ça, c'est du luxe. 300 euros, c'est pas du luxe. Un sac Chanel, c'est 5500 euros. Exactement. Et le plus grand des gastro parisiens, celui où on va vraiment payer une blinde, sauf si on prend un vin, un Bourgogne, un truc, ça. Et si on va payer entre 300 et 500 euros. Ouais. Pas assez pour payer les gens à leur juste valeur par rapport au travail Que ça demande qu'il y a derrière. dans. Donc ça, ce modèle-là, pour moi, soit il va falloir éduquer les clients et que le client final se dise, oui, des petits pois épluchés, ça coûte 1500 euros, mais là, il y a un gros travail à faire. Oui. Je crois pas que Ah, les on va gens soient plus. prêts, hein, quand même. Non, mais Oui. pourtant, pour moi, c'est ce que ça coûte pour avoir du travail français non délocalisable,
pour payer le producteur de petits pois, parce que les petits pois sur faim, ça coûte quand même jusqu'à 15 € le kilo, hein, Mmh. et le restaurateur, il le paye aussi cher que le consommateur lambda, finalement. Bah oui, bien Donc, sûr. parce qu'il va acheter meilleure qualité, enfin, ouais, bref. Donc si on veut du sourcé local, Et du circuit du court, valeur environnementale, payer bien les gens, avoir des gens qualifiés, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, ce n'est pas viable. Donc moi, pour moi, déjà, c'est la mort de cette haute gastronomie si on met pas le prix. mmh Et pareil pour, le fait maison, il va falloir que les clients payent beaucoup plus cher. Heu, Se dire qu'on peut faire une petite formule sympathique, tout fait maison, à 15-17 Non, €, mais c'est pas la possible. dessert, Ouais. c'est ce qu'on paye en ce moment à Paris, Mmh. mais au prix de quoi? Oui, Au c'est prix de ça. gens qui auraient pu bosser. C'est ça, au prix du vol, du Au prix travail, du des vol, du personnes travail. en En fait, cuisine. les gens sponsorisent des gens qui sont juste des petits employés, sponsorisent le plaisir, du C'est client ça. final. Donc moi, c'est ça que enfin mes clients, je leur dis ça, je leur dis: «Voilà, attention, maintenant, voilà, le business à restaurant, au final, il faut vraiment qu'un client sache qu'une petite formule à 17 €, à la fin, pour le restaurant, cette personne qui aura beaucoup d'exigences, hein, moi je voudrais sans gluten, et je voudrais ceci, je voudrais cela, et puis je voudrais changement de sauce, et changement de garniture, enfin, tous les trucs ingérables, Mmh qui ne devraient être gérés que dans les palaces et pas dans un restaurant à 17 €. mh. Au final, ils représentent 70 centimes de marge nette, ou même 40 centimes, enfin je crois 70 centimes Ouais. de marge nette pour le restaurant à la fin avant impôt. Et ça, en n'ayant pas Et payé ça, correctement son en personnel. voilà, hein, et en n'ayant pas payé correctement son personnel. On est d'accord. Et peut-être, pas non plus correctement les prix des denrées. Exactement. Donc voilà, c'est un truc qui marche un peu sur la tête. Ouais. Donc, quand une fois que moi moi j'ai vraiment fait ce constat, pendant le confinement, qu'on payait pas du tout, Le prix ouais. juste. Alors alors le prix juste, alors par contre, de l'autre côté, il y a tous ces restaurants qui font de la merde, décongelée, et cetera, et qui Mmh. vendent, et Qui ouvre qui, des eux, font boîtes. payer beaucoup trop cher. Et là, qui arnaquent le client. Mmh Mais si on veut faire de la restauration traditionnelle, c'est compliqué avec les prix actuels. Donc pour moi, le restaurant de demain, il ne sera pas à ce prix-là. Ou alors, ça va exploser, quoi. Ouais. Ou alors, il faut vraiment penser plus de simplicité, plus de spontanéité dans la préparation des plats, ce qui est complexe, Ouais. parce qu'il faut quand même apporter de la plus-value, que les gens aient envie de le manger, que ça soit sympa. Donc c'est encore plus complexe qu'avant, parce que il faut que chaque chose qu'on va mettre dans le plat, chaque geste soit utile, quoi, enfin, soit Soit adéquat. maîtrisé. Là, c'est vraiment, on est dans le process. Là, dans ce que tu Ouais, dis, on est vraiment dans exactement. la maîtrise du process. Et Mais puis, oui, il y a ce cheminement qu'on a vu arriver qui est la réduction des cartes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut exactement. pas prétendre faire du circuit court, faire Mmh. voilà, de la très bonne Ce nourriture, sera du fait toujours au maison détriment avec de une carte quelqu'un. à rallonge. Ça sera toujours au détriment de quelqu'un, C'est du ça. chef, et voilà. Donc on peut plus travailler au détriment de ces équipes. De toute façon, elles n'acceptent plus, elles sont plus là. Elles sont plus là. Ouais. Donc voilà, donc voilà, on revient au départ à notre conversation du départ, c'est, oui, OK, votre idée est super, mais la réalisation de l'idée, Comment comment vous on fait l'envisagez? avec une équipe, qui veut faire que, 35 heures, et nanani nanana, et qui veut, enfin, et qui veut bien être bien traité, qui veut être payé 2 500 €, et cetera, et cetera. Voilà, comment on fait? Ben, peut-être qu'on peut faire, mais ça devient Ça complexe. devient très complexe. Si Donc, on n'a pas réfléchi avant, c'est le mur. ouais. Bah, en gros, si on n'a pas réfléchi avant, c'est 20 000 € de dette par an pour le resto, hein, en gros. Hmm. Manque enfin direct, sans même en bossant bien, hein. Oui, d'accord. Donc, Voilà. au-delà du fait de leur donner des conseils sur toute la partie culinaire, tu les mets aussi en garde de la faisabilité de ce qu'ils souhaitent faire par rapport aux contraintes de demain. Ça, c'est mon premier objectif. Si j'ai pas, réfléchi, je dis pas que j'ai toutes les sous, ça peut être eux qui trouvent la solution, hein, c'est pas Bien sûr. forcément moi. Mais en tout cas, si j'ai pas déclenché ce process de réfléchir à la faisabilité, j'ai pas fait mon boulot. Enfin, je considère, quoi. Ouais. Ah oui, je comprends.
je comprends. Bah oui, parce que les personnes ont besoin vraiment de se situer et de comprendre, surtout pour Et une ce qui est complexe, c'est de faire ça tout en gardant la motivation parce qu'il faut que les porteurs de projet soient pas gardent une énorme démotivés. motivation. Mais Donc oui. si je commence à leur dire: «Ah attention, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça», donc ça veut dire que dans mon accompagnement, il faut que j'arrive à mettre les choses les unes après les autres, quoi. Tout en gardant, la fraîcheur et la motivation du porteur. Parce que si tout d'un coup, je mets tout d'un coup, il va jamais aller voir les banques, enfin, il va se dire: «Ouais, OK», enfin voilà, et c'est pas du tout le but parce que je sais que ça peut marcher, Mmh. mais donc là, c'est là où il faut être, un peu psycho. Ouais, ouais, bah oui. Eh ben, merci beaucoup Fabrice pour, cet échange très riche, très intéressant sur, un métier qu'on connaît pas finalement, concepteur culinaire, psychologue, Ouais, donc je sais pas, je connais même pas mes pairs en fait, vraiment. bah, peut-être que tu es le premier Non, Fabrice. si je sais parce que je demande, enfin, rien que pour se positionner sur les tarifs que je peux demander, j'essaie de me mettre quand même dans des choses qui sont pratiquées. Mais mais c'est vrai qu'on travaille, c'est un métier où on est un peu, indépendant, enfin voilà, on travaille pas forcément avec d'autres gens qui font la même chose, quoi. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour cet échange et tous les conseils que tu as pu donner et ton regard que tu as pu partager avec nous sur l'écosystème de la restauration et les porteurs de projets. Je vous dis merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à toi.